Peu de membres de la monarchie française de l'époque révolutionnaire sont aussi connus en dehors de la France que Marie-Antoinette. Reine pendant la tumultueuse Révolution française, son histoire d'élégance excessive et son destin tragique à la guillotine ont captivé l'imagination mondiale. Pourtant, il y avait bien plus à découvrir sur la dernière reine du régime de l'Ancien Régime en France que ce que l'on sait généralement. Et elle a mené une vie fascinante avant les événements de la Révolution. Peu avant que son mari, le roi, ne soit exécuté, la Nouvelle République arracha de force son fils de 8 ans de ses bras. Ce qu'ils lui firent ensuite était profondément troublant. Marie-Antoinette est née. Maria Antonia Josepha Johanna, fille de l'impératrice Marie-Thérèse et de François Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique. De naissance, elle était archiduchesse d'Autriche. En grandissant, Marie-Antonia fut élevée par une gouvernante royale, aux côtés de sa sœur aînée. Bien qu'elle ait eu accès aux meilleurs précepteurs, elle rencontrait des difficultés. Elle avait du mal à écrire en allemand et à parler français et italien. Comme ses sœurs avant elle, Maria Antonia était une pièce que ses parents pouvaient utiliser dans le jeu de la politique. La mère de Maria Antonia, l'impératrice Marie-Thérèse, souhaitait sceller une nouvelle alliance avec la France et désirait la marier. Il se trouvait que Maria Antonia avait à peu près le même âge que le petit-fils aîné, héritier du roi Louis XV de France. Dans le cadre de ces négociations, Louis XV envoya un homme nommé Matra-Jacques de Vermont pour être le précepteur de Maria Antonia. Il découvrit ce que la plupart savaient déjà. Maria Antonia était peu instruite et avait des difficultés avec l'écriture. Cependant, il ne la trouva pas totalement dépourvue de qualités positives. Il pensait qu'elle avait un bon caractère et un bon cœur, et qu'elle était plus intelligente que ce que l'on pensait généralement. Pour mieux correspondre aux images et aux attentes de la cour française, ils ordonnèrent une transformation pour Maria Antonia. Ils lui redressèrent les dents, changèrent sa garde-robe et modelèrent sa coiffure d'après les dames respectées de la cour de Versailles. Bien que cela semblât glamour au début, la vie à la cour était souvent exigeante, et chaque cour avait son propre ensemble de règles secrètes qui déterminaient si vous étiez accepté ou exclu. La transformation de Maria Antonia en Marie-Antoinette fut radicale, mais elle devait aussi se comporter comme les gens de la cour. On lui apprit même à marcher différemment, selon la coutume de la cour. Le roi Louis XV scella officiellement l'accord entre lui et Marie-Thérèse le 7 février 1770, lorsqu'il fit une offre officielle de mariage entre Maria Antonia et son héritier, son petit-fils aîné encore en vie, Louis-Auguste, duc de Berry et dauphin de France. Ils furent mariés le 19 avril 1770 à Vienne, avec son frère, l'archiduc Ferdinand, tenant le rôle de son mari pendant la cérémonie. Elle ne rencontrerait son véritable mari, bien qu'ils fussent déjà mariés, qu'un mois plus tard, lorsqu'elle arriva en France. Le jeune couple se rencontra officiellement le 14 mai 1770, à quelques kilomètres au nord de Paris. Une fois sur le sol français, Maria Antonia adopta la version française de son nom, devenant officiellement Marie-Antoinette. Une autre cérémonie de mariage eut lieu 2 jours plus tard à Versailles, cette fois avec un rituel étrange inclus. À cette époque, il était courant qu'un mariage se termine par un rituel de coucher, où un grand groupe, généralement des amis et de la famille, se rassemblait autour du lit des nouveaux mariés, pour assister à leur première union physique. Cependant, dans la plupart des cas, y compris celui-ci, le rituel se terminait avec le départ du groupe avant que quoi que ce soit d'intime ne se produise. En fin de compte, rien ne se passa lors de leur première nuit ensemble, et ils échouèrent à consommer leur mariage pendant encore 7 ans. Cela posait problème, car la nécessité de produire des héritiers était une question pressante pour tout couple royal. Alors que leur incapacité à consommer le mariage tourmentait le couple,
Marie-Antoinette avait d'autres problèmes à gérer. Étrangère à la cour française et autrichienne de surcroît, beaucoup la détestaient simplement pour ce qu'elle était. L'un de ses plus grands problèmes à la cour, lorsqu'elle arriva, était Madame du Barry. Bien que Madame du Barry soit arrivée à la cour française par un scandale, en 1770, elle était la maîtresse principale du roi Louis XV depuis plusieurs années et détenait un pouvoir considérable. Elle semblait déterminée à utiliser ce pouvoir pour nuire à la nouvelle dauphine. Étant nouvelle et étrangère, Marie-Antoinette avait peu d'alliés. Parmi les rares qu'elle avait, il y avait Étienne François et sa sœur, la duchesse de Gramont. Il se trouva que Madame du Barry fit exiler ces deux-là. C'était une attaque claire contre les rares alliés proches de Marie-Antoinette. Madame du Barry fit cela probablement parce que Marie-Antoinette avait décidé de ne pas la reconnaître. Beaucoup considérèrent cela comme une erreur qui entacha sa position à la cour. Finalement, elle reconnut à contre-cœur Madame du Barry, apaisant ainsi la tension entre elles. Lorsque Louis XV mourut en 1774, le mari de Marie-Antoinette monta au pouvoir, devenant le roi Louis XVI de France, et Marie accéda au titre de reine consort. 2 jours seulement après, le nouveau roi fit exiler Madame du Barry. Bien que son exil prit fin par la suite, elle ne fut jamais autorisée à retourner à Versailles. Quand elle était jeune, beaucoup voyaient Marie-Antoinette comme frivole, préférant les choses luxueuses à tout ce qui était sérieux. Une fois devenue reine, ses tendances se révélèrent rapidement dans ses habitudes de dépenses libérales. Après que son mari lui eut offert un petit château sur le domaine de Versailles, des rumeurs circulèrent selon lesquelles elle avait décoré les murs avec de l'or et des diamants. Mais ce n'était que le début. Marie fit appel à un créateur de mode respecté pour confectionner toutes ses robes, s'assurant d'être toujours la mieux habillée. Pendant ce temps, la France traversait une crise financière. Le peuple souffrait, tandis que Marie-Antoinette dépensait sans compter et présidait la cour la plus à la mode de l'histoire. Peut-être n'en était-elle pas consciente, mais son image publique était loin d'être bonne, et elle ne fit rien pour l'améliorer. En 1774, en raison de mauvaises conditions météorologiques, la récolte de cette année-là fut sévèrement compromise. De plus, les autorités retinrent l'accès aux réserves de grains royaux de l'année précédente, ce qui entraîna une forte hausse des prix des céréales, et donc du pain. Le peuple avait faim, et en 1775, il en avait assez. Des émeutes éclatèrent dans toutes les régions de France d'avril à mai de cette année-là. Bien que la situation fût finalement résolue, ces troubles endommagèrent considérablement l'image de Marie-Antoinette. Les gens commencèrent à la blâmer pour l'état du pays. Et il n'était pas bon qu'elle dépensât autant d'argent pour des luxes alors que le peuple souffrait tant. Pendant tout ce temps, Marie-Antoinette et le roi Louis restaient sans enfants, leur mariage non consommé. Son frère, Joseph II, empereur du Saint-Empire romain germanique, leur rendit visite et sembla penser qu'il ne savait tout simplement pas ce qu'il faisait, les qualifiant de parfaits maladroits, et conseilla même à Louis de s'appliquer davantage. Apparemment, cela fonctionna, et leur premier enfant naquit en 1778. Marie-Antoinette s'intéressait généralement peu aux affaires politiques et s'impliquait rarement. Mais lorsqu'elle le faisait, elle parvenait à ternir encore plus son image. À une occasion, elle plaida avec succès pour une implication dans une affaire concernant son pays natal, l'Autriche, donnant au public l'impression qu'elle prenait parti pour eux contre la France. Quelques années plus tard, elle soutint une implication dans la Révolution américaine, ce que le peuple considéra comme une autre raison coûteuse pour laquelle la France ne pouvait pas payer ses dettes. Alors que les années 1770 devenaient les années 1780, l'approbation de Marie-Antoinette continuait de chuter. Elle élevait des personnes que les nobles désapprouvaient.
et elle se comportait de manière extravagante, ce qui indignait les classes inférieures. En 1785, Marie-Antoinette se retrouva impliquée dans un nouveau scandale. Tout avait commencé plusieurs années auparavant avec l'implication de son ancienne ennemie, Madame du Barry. En 1772, le roi Louis XV avait demandé à 2 joailliers parisiens de créer un collier élaboré comme cadeau pour sa maîtresse, Madame du Barry. Cependant, cela prendrait plusieurs années, et au moment où le collier fut terminé, Louis XV était mort et sa maîtresse était partie. Néanmoins, le travail terminé, les joailliers essayèrent bien de le vendre à Marie-Antoinette, mais elle refusa toujours. Une escroc du nom de Jeanne de Valois-Saint-Rémy manipula le cardinal de Rohan, qui cherchait à regagner les faveurs de la reine. Elle utilisa son argent pour acheter le collier, ce qui fit croire à tout le monde que Marie-Antoinette l'avait réellement commandé. Une fois que Jeanne eut le collier, elle le démantela rapidement et vendit toutes les pierres. Lorsque Marie-Antoinette découvrit le complot, les autorités arrêtèrent Rohan, Jeanne et plusieurs de ses complices. Ils furent tous jugés. Jeanne et ses complices de condition inférieure furent reconnus coupables et punis. Les tribunaux acquittèrent Rohan au motif qu'il était une partie innocente et trompée. Bien que les conspirateurs fussent traduits en justice, l'image de la noblesse punissant les classes inférieures n'était pas bonne. Bien que les tribunaux aient décidé de statuer que Marie-Antoinette n'était au courant de rien et était en réalité la victime, le public avait une opinion différente. Beaucoup de gens croyaient que Marie-Antoinette avait tout fabriqué uniquement pour obtenir des bibelots plus coûteux. Après ce scandale, il devint clair que Marie-Antoinette devait réformer son image. Elle commença à mettre de côté ses frivolités et à s'impliquer davantage dans la politique, se consacrant publiquement à l'éducation et à l'élevage de ses enfants. Pourtant, ses efforts furent trop faibles et trop tardifs. À cette époque, Louis commença à souffrir de dépression et dépendait donc davantage des conseils de sa femme. Marie-Antoinette influença de nombreuses réformes du système financier pour sortir la nation de la pauvreté. Mais ces réformes échouèrent en raison de facteurs hors de son contrôle, et le public la blâma pour chaque échec. En 1789, le fils aîné du couple royal, Louis-Joseph, succomba à la tuberculose. À ce stade, la nation était trop en proie au tumulte pour compatir avec le roi et la reine. Marie-Antoinette devint autoritaire, déterminée à écraser les menaces de révolution. Et après plusieurs petits affrontements, cela culmina avec la prise de la Bastille le 14 juillet. À ce moment, de nombreux membres de l'aristocratie commencèrent à fuir Paris. Pourtant, le roi et la reine restèrent. Une autre pénurie de pain éclata parmi le peuple, et la famille royale fut forcée à une assignation à résidence au Palais des Tuileries à Paris. Des négociations prudentes entre le monarque et le peuple marquèrent cette période. Marie-Antoinette parvint à rallier leur plus grand allié dans la Révolution, le comte de Mirabeau, à leur cause. C'était un révolutionnaire modéré qui soutenait l'idée d'une monarchie constitutionnelle. Mais après la mort de Mirabeau, la garde nationale interdit à la famille royale de quitter Paris pour la campagne. La situation devenait plus grave, et ils devaient maintenant fuir. Marie-Antoinette avait souhaité quitter Paris plus tôt. Pourtant, le roi posait toujours un problème, soit en refusant, soit en prenant trop de temps pour agir. Enfin, en juin 1791, ils planifièrent la fuite de toute la famille royale, déguisée en serviteurs. C'était un plan mal exécuté, et les gardes les capturèrent tous en moins de 24 heures. La tentative d'évasion détruisit tout le soutien qu'il restait à la famille royale. Ils furent ramenés aux Tuileries et placés sous surveillance constante. Sa santé commença à se détériorer, et son refus de faire des compromis lui fit perdre les quelques alliés qu'elle et le roi avaient encore. Le plus grand espoir de Marie-Antoinette était que sa famille en Autriche la soutienne, mettant fin à la Révolution en France.
Son frère Léopold et son fils étaient tous deux prêts à utiliser leur pouvoir en Autriche pour offrir un certain soutien. Mais cela ne fit que provoquer une déclaration de guerre de la France contre l'Autriche, ce qui fit considérer Marie-Antoinette comme une ennemie. Tout au long de 1791 et 1792, les tensions grandirent, en particulier parce que le roi refusait d'accepter toute suggestion qui limiterait son pouvoir. Finalement, une foule envahit le palais des Tuileries et la famille royale s'enfuit à l'Assemblée législative. Ils ne s'y réfugièrent que quelques jours. Le 12 août, ils furent déplacés à nouveau, cette fois au Temple du Marais, où ils furent désormais emprisonnés sans leur luxe. Peu après, le peuple de France se déclara république. Louis fut jugé pour trahison. N'étant plus roi aux yeux de la République, il fut bientôt condamné à la guillotine en 1793. Marie-Antoinette était maintenant seule, et ils ne savaient pas quoi faire d'elle. Bien que la nouvelle République ne pût encore s'accorder sur ce qu'il fallait faire de Marie-Antoinette, ils avaient des plans pour son fils de 8 ans, Louis-Charles. Pensant qu'il était encore assez jeune pour être influencé, ils arrachèrent de force Louis-Charles à Marie-Antoinette. En quelques semaines, ils le retournèrent bas contre elle. Et le jeune Louis-Charles fut probablement même forcé de signer une déclaration, accusant Marie-Antoinette de relations inappropriées à son égard. Il était complètement sous leur contrôle. En fin de compte, Marie-Antoinette fut jugée en octobre 1793 avec seulement un jour pour se préparer. Et la plupart des historiens s'accordent à dire que le procès était une mascarade, rien de plus qu'un moyen de ridiculiser la femme qu'ils détestaient. Ils l'accusèrent de charges exagérées et ridicules. Elle fut reconnue coupable de haute trahison et envoyée à la guillotine, tout comme son mari. Avant la fin, elle aurait accidentellement marché sur le pied de son bourreau et lui aurait demandé pardon, car elle ne l'avait pas fait exprès. Bien que Marie-Antoinette ait incontestablement été insouciante à de nombreux moments de sa vie, au fil des ans, les histoires ont déformé sa véritable nature pour peindre un tableau qui ne correspondait pas à la femme qu'elle était vraiment. Compliquée, pleine de contradictions et profondément humaine. Merci d'avoir regardé History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinatin, pour découvrir encore plus de faits incroyables sur tout.